Les lignes à haute tension du barrage de Grand Coulet passaient à proximité, mais on a dû construire quand même sur le site 80 km de lignes supplémentaires à 230 000 volts. 3 piles de grande puissance ont alors été mises en chantier. Pour des raisons de sécurité, jugées par la suite excessives, c'est vrai, elles étaient séparées d'un peu plus de 9 km chacune. Le laboratoire métallurgique de Chicago devait définir ces réacteurs et faire les calculs nécessaires. Par suite de la grande énergie thermique dégagée, les piles devaient être efficacement refroidies. Alors d'abord, on a pensé à un refroidissement à l'hélium, mais l'idée a été abandonnée en février 1943 pour être remplacée par un refroidissement à eau, qui paraissait évidemment plus simple. Vous voyez, on tâtonne encore. Par chance, l'eau du fleuve Columbia est très pure. Ils ont pensé un moment créer une usine de déionisation, mais ils ont hésité. Alors Groves va donner à l'ingénieur l'ordre de faire construire immédiatement quand même l'installation. À la question du coût de l'opération, la réponse a été entre 6 et 10 millions de dollars de l'époque. Ça correspondrait aujourd'hui à un peu moins de 200 millions de dollars. L'installation a été construite et par la suite, elle s'est avérée inutile. Mais comme on dit, rien n'est trop beau pour le but fixé. Le réseau des piles consistait en tiges d'uranium insérées dans un modérateur de graphite formant des ensembles à symétrie cylindrique. L'uranium a été manufacturé en barreaux, chacun entouré d'une gaine, ce qui va poser quelques problèmes parce qu'une partie des produits de fission formés dans l'uranium par la réaction en chaîne est constituée de gaz rares qui demeurent fermés dans le matériau et provoquent un gonflement des barreaux. L'uranium devait reposer quelque temps après son déchargement avant d'être traité chimiquement, en attendant que le neptunium formé dans l'uranium se soit complètement transformé en plutonium. Voilà, j'espère que vous êtes encore avec moi. Les piles étaient entourées de plaques d'acier soigneusement soudées entre elles. L'uranium est acheminé jusqu'aux 3 usines de séparation par des wagonnets de chemin de fer. C'est vraiment très artisanal encore. Chacune de ces usines est une structure en béton d'environ 250 mètres de long, ressemblant à un canyon semi-enterré, composé de compartiments entourés de murs de béton de plus de 2 mètres d'épaisseur. Tout ça sert aux opérations chimiques successives. L'uranium arrivant par un bout était d'abord mis en solution, il y avait ensuite précipitation, puis oxydation ou réduction. La solution est pompée d'un compartiment au suivant. Par suite de la radioactivité, on doit opérer par télécommande, évidemment, qui est personne à côté. Le plutonium est extrêmement dangereux par ingestion. Les produits de fission qui demeurent dans la séparation provoquent une grande corrosion en plus à cause de leur énorme radioactivité. L'uranium étant précieux, il fallait le récupérer dans le processus. Et il y a eu sur place une section de radioprotection et de contrôle sanitaire quand même. Toute une procédure a dû être mise au point pour éviter des accidents sanitaires. Jusqu'à 45 000 personnes logées à proximité d'Hanford vont travailler à la construction des installations. Le personnel comprenait plusieurs milliers de femmes qui se sentaient isolées dans cet endroit perdu, une sorte de plateau couvert d'arbustes, de sauges d'ailleurs. Un responsable a été chargé de veiller au moral du personnel, c'est les happiness managers d'aujourd'hui, c'est un peu ça, et de recevoir les doléances. On va installer un salon de coiffure, des magasins de vêtements, vous imaginez un petit peu, encore une fois, le Barnum mis en place pour ça. Rien n'est trop beau, encore une fois, un service spécial de bus dont certains réservés aux femmes conduisaient à la petite ville la plus proche, distante de 70 km. Et c'est à Hanford qu'a été fabriqué le plutonium utilisé dans l'essai d'Alamogordo et dans la bombe de Nagasaki. La deuxième voie pour réaliser une bombe consistait à séparer en quantité suffisante l'uranium-235 peu abondant de l'uranium naturel. Uranium-235 et uranium-238 sont donc des isotopes du même élément chimique, ce qui signifie qu'aucune méthode chimique ne permet de les séparer et qu'il faut faire appel à une méthode physique. C'est la masse qui distingue en fait les deux isotopes. Je ne vais pas rentrer ici dans les détails. Les 3 méthodes de séparation les plus prometteuses étaient la centrifugation, la séparation électromagnétique et la diffusion. Dans le premier cas, l'uranium, sous une forme chimique appropriée, est placé dans une centrifugeuse tournant à grande vitesse. Les molécules de l'isotope lourd se déplacent davantage vers la périphérie. Cette méthode a été abandonnée ultérieurement parce qu'elle ne conduisait pas assez vite à des résultats. N'oubliez pas qu'on est dans une course contre la montre, encore une fois, avec l'angoisse qu'Hitler ait lui-même la bombe. Alors aujourd'hui, vous le savez, grâce aux 3 émissions que j'ai pu faire, il en était très loin, mais à l'époque, on ne le savait pas encore. Bien que très onéreuse, la méthode la plus directe paraît être la séparation électromagnétique.
En tête du séparateur se trouve une source d'ions comportant de l'uranium sous forme d'un sel auquel on arrache des électrons. On a alors affaire à des ions d'uranium chargés positivement qu'on va accélérer à travers une différence de potentiel établie entre deux fentes. On obtient un faisceau qu'on fait passer à travers un champ magnétique qui lui est perpendiculaire. Les trajectoires suivies sont circulaires, les ions les plus légers d'uranium-235 vont se trouver sur des cercles de rayons plus petits que les ions d'uranium-238. C'est un peu comme si ça passait à travers un tamis, si vous voulez. Il suffit alors de ramasser uranium-235 dans un collecteur placé au bon endroit. Évidemment, je synthétise, bien sûr. Cette méthode a d'abord été utilisée dans des spectromètres de masse. Le séparateur, quant à lui, traite des quantités pondérables, c'est-à-dire qu'on peut peser. Donc, la séparation est très bonne, mais le rendement, en fait, est très faible. Très bonne ne veut pas dire, en plus, 100%. Pour arriver à une séparation encore meilleure, il faudra faire repasser le produit une fois, deux fois dans le dispositif. En plus, le produit devenant de plus en plus précieux, compte tenu du travail fourni pour le séparer, il faudra le récupérer avec soin, non seulement au fond du collecteur, mais même partout où il va être déposé. Dans le spectromètre de masse de NIR, il faut 20 heures pour obtenir 1 microgramme d'uranium-235. Une journée pour 1 microgramme. Lawrence, à Berkeley, n'hésite pas. Il décide de consacrer, lui, l'électroaimant d'1 mètre de diamètre du cyclotron à la séparation des isotopes de l'uranium. C'est ce qu'on va appeler le calutron, le California University cyclotron. Le cyclotron a été démonté en novembre 1942 et transformé donc en séparateur. Encore une fois, ça traîne pas. Il faut trouver le bon collecteur, récupérer l'uranium perdu, avoir une source et un faisceau intense. Un nouveau problème va apparaître parce que les ions chargés positivement ont tendance à se repousser les uns les autres. C'est ce qu'on appelle l'effet de charge d'espace. On va tous devenir des dieux en physique. Le groupe de Lawrence va trouver la parade. La neutralisation de la charge d'espace par des électrons. Tous les chercheurs du laboratoire des rayonnements de Berkeley ont été mobilisés. On était encore loin des quantités nécessaires aux besoins militaires. Il y avait en construction à Berkeley un électroaimant de 5 mètres de diamètre destiné à un cyclotron géant. Il a donc, à son tour, été rapidement transformé. Quand les États-Unis, vous savez, passent en économie de guerre, c'est pas pour rire. Donc, ils font tout à la vitesse grand V avec les moyens. Il n'y a pas de réflexion. Comme il était difficile de construire rapidement des électroaimants, on va s'efforcer de faire fonctionner un même aimant avec plusieurs sources d'ions. Au début, seul Lawrence était certain de réussir, les autres, on va dire, plus sceptiques. Et dès lors, le problème paraissait en principe résolu. Si une seule unité pouvait produire 10 milligrammes par jour, 1000 unités produiraient 1 kg en 100 jours. C'est QFD. C'est le raisonnement suivi et on va décider de construire des ensembles de séparateurs électromagnétiques au Clinton Engineer Works à Oak Ridge. Groves, dès le 5 novembre 1942, décide que les premiers modèles construits ne comporteraient plus de modifications. À partir de là, on y va. Cependant, l'équipe des physiciens de Berkeley va continuer encore à perfectionner le système et c'est l'une des installations les plus importantes d'Oak Ridge. On va lui donner un nom de code, Y12, Y12 National Security Complex. Pourquoi Y? Ça, j'en sais rien, j'ai pas trouvé l'information. La construction va commencer en février 1943 et les premières unités vont pouvoir fonctionner en novembre de la même année. Il fallait mettre en œuvre des techniques de fort champ magnétique, de haute tension, de vide poussé et en plus assurer un bon fonctionnement complexe avec des techniciens bien formés. La compagnie Westinghouse construit ce qui était mécanique, la General Electric, l'équipement électrique et les contrôles, Alice Chalmers, les électroaimants, Stone et Webster, les assemblages. Le fonctionnement de l'ensemble a été confié à Tennessee Eastman, filiale d'Eastman Kodak. Des centaines de millions de dollars ont été dépensés uniquement pour la séparation électromagnétique. Pour parvenir à l'enrichissement nécessaire, on va décider de travailler par étages successifs, qu'on appelle alpha et bêta. L'installation alpha permet d'obtenir un produit déjà riche en uranium-235, mais insuffisamment encore pour une bombe.
Les séparateurs alpha ont été placés les uns à côté des autres selon de grands ovales qui ont été appelés champs de course. Il y avait 96 aimants par ovale, 5 bâtiments alpha comportant 9 champs de course au total et 3 bâtiments bêta avec 8 champs de course. Je suis désolé, je vous noie sous les chiffres. Quand je parle de centaines de millions de dollars, je parle de centaines de millions de dollars de l'époque. On n'est pas loin du milliard aujourd'hui. Bien sûr, il faut également des laboratoires de chimie, énormément de tuyauterie, des systèmes de pompage complexes, une grande variété de matériel électrique, le tout formant un véritable labyrinthe. Il y a eu à Oak Ridge jusqu'à 24 000 employés. Encore une fois, la construction et l'organisation avaient dû débuter avant même qu'on sache tout ce qui serait nécessaire. On avait naturellement construit des magasins pour les pièces détachées, y compris les pièces de rechange en cas de panne. À l'intérieur de cette enceinte protégée, les pièces technologiquement les plus secrètes se trouvaient dans des magasins spéciaux placés sous garde armée. Les aimants, imaginez des aimants de 36 mètres carrés chacun, ont été mis en place dès que le toit en béton a été coulé et les ponts roulants installés. Alors bien sûr, on a dû corriger les erreurs. Ainsi, les bobinages des premiers aimants ont rapidement été mis en court-circuit par suite de défauts de conception. Il a dû falloir donc les renvoyer à leur fabricant pour être modifiés et nettoyés. Il fallait récupérer les plus petites quantités d'uranium, en particulier uranium enrichi, sur les tuyauteries, les filtres, les gants de caoutchouc, les vêtements. Des inventaires des cycles alpha et bêta ont été établis à intervalles réguliers. Imaginez, nous avons tout ça encore. Pour réaliser les bobinages électriques des aimants, des quantités très importantes de cuivre étaient nécessaires. Et comme le cuivre était rare, l'administration a décidé qu'il serait remplacé par de l'argent emprunté au département du Trésor des États-Unis. Plus de 14 000 tonnes d'argent ont été mises à la disposition du Manhattan District. 14 000 tonnes. Au début des négociations, Nichols va demander des milliers de tonnes d'argent. La réponse a été « Colonel, au Trésor, nous ne parlons pas de tonnes d'argent. Notre unité est l'11 de 3, 31 grammes. »